le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Je suis M. Geoffroy Bellequin, je travaille pas pour ce qui est de la Nous allons continuer notre parcours aujourd'hui avec une nouvelle leçon, notamment la leçon numéro 23, qui nous introduit bien évidemment dans une nouvelle séquence qui portant sur la science. Et aujourd'hui, la leçon sera consacrée à la définition, à l'objet et à la méthode de la science. Et au regard de la densité de cette leçon, nous avons prévu la faire en deux parties. Donc aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la première partie de la leçon sur la définition, l'objet et la méthode de la science. Bon, bien entendu, nous allons commencer par proposer quelques indicateurs de correction sur l'un des sujets proposés à titre de voir la dernière fois. Et le sujet que nous avons choisi ici nous invite à nous demander si on doit redouter le travail. Donc, faut-il redouter le travail? Alors, rapidement, les indications de correction. Nous montrons ici qu'il s'agit, en termes de problème, de la valeur du travail, ou du moins de l'attitude que l'homme devrait avoir à l'égard du travail. En guise de problématique, nous nous sommes posé la question de savoir, en fait, on peut se poser la question de savoir si redouter le travail, n'est-ce pas ignorer tous les apports de ce dernier dans l'épanouissement de l'homme et de la société? Redouter le travail, n'est-ce pas ignorer tous les apports justement du travail à l'épanouissement de l'homme? Au niveau de la thèse, à savoir le présupposé, il s'agit d'indiquer justement que le travail est redoutable. Et l'argument principal qui peut être ici utilisé, en fait proposé, étant que le travail met à mal l'intégrité physique et morale de l'homme. Et en guise d'illustration, nous prenons cette pensée de Jacques Ellul qui nous fait comprendre que l'écœurement, la lassitude, le dégoût, c'est la grande tentation de ceux qui travaillent. Vous comprenez bien que cette citation vise à montrer que lorsque nous travaillons, nous sommes constamment guettés par l'écœurement, par la lassitude et le dégoût. Alors, cela, bien évidemment, permet de montrer à quel point le travail semble redoutable. Bon, au niveau de l'antithèse, il s'agira de montrer que le travail ne doit pas être redouté. Au-delà de ce que certains pensent que le travail est redoutable, on considérera au niveau de l'antithèse que le travail ne doit pas être redouté. Et pour argument, on conviendra que le travail procure à l'homme un certain nombre de motifs de satisfaction. Donc, il y a divers motifs de satisfaction qui nous amènent à penser que le travail ne devrait pas être redouté. Et nous pouvons appuyer cela par la citation fort connue de Voltaire qui montre que le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Et au-delà de cette divergence de point de vue, au niveau de la synthèse, on peut donc considérer le travail comme un élément d'épanouissement. Donc le travail permet à l'homme de s'épanouir. L'argument principal étant que, en travaillant, l'homme ne se contente pas de réaliser des œuvres, mais il se réalise lui-même. Donc l'homme s'accomplit en
en accomplissant diverses œuvres, en réalisant diverses œuvres. Et c'est justement cette dimension humanisante du travail que met en exergue, en fait, cette dimension épanouissante du travail que met en exergue Adam Smith lorsqu'il montre que le travail constitue la richesse d'une nation autant que l'or et l'argent. Vous savez qu'Adam Smith est un économiste anglais et comme tout bon économiste, on considère que, en fait, on recherche les éléments de profit pour l'homme et parmi ces éléments de profit, il y a, bien entendu, d'après Adam Smith, le travail qui vient se ranger à côté de l'or et l'argent pour déterminer la richesse d'une nation. Ceci dit, nous pouvons maintenant rentrer dans la leçon du jour qui porte sur la définition, l'objet et la méthode de la science, notamment la première partie. Alors, le plan de la leçon, nous le savons, il est classique. Nous aurons les objectifs, les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage, l'évaluation et bien entendu, un devoir à faire à la maison. Alors, pour ce qui est des objectifs, cette leçon va te permettre, cher apprenant, de déterminer la spécificité de la connaissance scientifique, de distinguer la science des savoirs non scientifiques. Donc, dans un premier temps, il faut reconnaître ce qui fait la spécificité de la connaissance scientifique et, dans le second temps, il faudra mettre en exergue la différence entre la science et les savoirs qui ne relèvent pas de la science, du moins qui n'ont pas un statut scientifique. Quels sont les prérequis qui nous permettent de mieux aborder cette leçon? Déjà, il faut savoir ce qui fait la spécificité de l'homme par rapport aux autres êtres de la nature, notamment de l'animal. On voit bien qu'il s'agit des éléments de prérequis qui reviennent depuis que nous avons engagé les aspects sur la production et nous rentrons dans la science. Alors, les spécificités de l'homme sont, entre autres, bien entendu, la raison, la conscience et cette soif de connaissance et de transformation de la nature qui caractérise également l'homme, ce goût, en fait, ce ressenti de l'inachèvement et de l'insatisfaction et bien entendu, cette vocation à la production et à l'adaptation. Donc voilà un ensemble d'éléments qui permettent de mettre en exergue la différence entre l'homme et les autres êtres de la nature, en l'occurrence entre l'homme et l'animal. Alors, les deuxièmes éléments de prérequis nous invitent à retrouver les différentes modalités de la culture. Nous avons abordé la leçon sur la culture, nature et culture, et nous avons montré que la culture avait un certain nombre, elle s'exprimait sous plusieurs formes. Alors, ces modalités de la culture sont l'art, le travail, les échanges, la connaissance et la technique. Alors, nous avons mis en exergue ici la connaissance et la technique pour montrer qu'en fait, c'est des éléments de compréhension qui nous permettent de mieux aborder la leçon présente. Alors, pour ce qui est de la situation problème de cette leçon, il s'agit de partir du fait que bien de personnes, du fait justement de leur méconnaissance de ce qu'est la science, tendent à la confondre avec toute forme de connaissance et à l'entourer d'opinions, de croyances et de préjugés de toutes sortes. Cette confusion et cette méconnaissance de ce qu'est la science et partant cette confusion qui fait que cette confusion qui naît avec les opinions, les croyances et les préjugés situe justement la difficulté qu'il va falloir dénouer à travers cette leçon. Nous avons cette image intéressante qui nous permet de comprendre la soif, à quel point l'homme est un être assoiffé de connaissance. L'homme est un être qui est en quête perpétuelle de connaissance. Vous voyez ce garçon qui, même dans l'obscurité, va faire recourir à la lampe parce qu'il veut connaître, parce qu'il a envie de connaître. Il est à la recherche des connaissances. Il s'agit d'une image suffisamment édifiante sur certainement l'importance que revêt la connaissance pour l'homme. Ceci nous amène à la problématique qui est la suivante. Qu'est-ce qui fonde la nature, l'objet et la méthode de la science? Et comment distinguer cette dernière de la non-science? Qu'est-ce qui fonde la nature, l'objet et
la méthode de la science et comment distinguer cette dernière de la non-science. Nous commençons bien évidemment par définir la science. En partant de son étymologie latine, scientia, qui dérive de sciere, qui signifie savoir, connaître. De cette étymologie, on peut comprendre que la science apparaît comme un ensemble de connaissances générales de l'homme sur le monde. La science apparaît comme un ensemble de savoirs, un ensemble de connaissances que l'homme développe sur le monde, moins sur la nature. Au départ, elle exprimait une certaine agilité, une certaine habileté technique de l'homme, un certain savoir-faire. Et progressivement, elle a fini par revêtir la connaissance, les connaissances acquises par l'homme sur un objet d'étude déterminé. Par extension, on peut donc considérer que la science se veut un ensemble de connaissances, une connaissance systématisée. Bon, si nous regardons maintenant partant de son étymologie grecque épistémé, on voit très bien que pour les Grecs, la connaissance renvoie davantage à un savoir théorique, un savoir théorique développé par l'homme dans son rapport avec le monde, dans son rapport avec l'univers. On peut également appréhender la science comme un savoir objectif, un savoir vérifiable. Certainement, c'est cette dimension de la science qui va davantage nous préoccuper tout au long de cette leçon, puisqu'elle fait de la science une connaissance parfaite, une connaissance précise, rigoureuse, formalisée et susceptible d'être mise en équation mathématique. À partant de ces méthodes et de ces résultats de recherche, dont la science apparaît comme cette connaissance rigoureuse, parfaite, précise, formalisable à travers les outils mathématiques, tant du point de vue de ces méthodes que du point de vue de ces résultats de recherche. Il y a donc ici, il y a à reconnaître que chez les Grecs, du moins à l'origine, il y a une certaine assimilation, pour ne pas dire une certaine confusion, entre la science et la philosophie. Du moins, les deux sont indistinctes. Mais au Moyen-Âge, on va noter une reformulation de la science pour la rattacher davantage à la connaissance. Ici, la science devient plus ou moins synonyme de raison. Et cette synonymie entre la science et la raison permet de faire la démarcation entre la théologie et la science, entre la théologie qui repose sur la foi et la science proprement dit qui repose sur la raison, ou du moins qui est la raison. On note donc ici une progressive indépendance ou autonomisation de la science par rapport aux autres éléments, aux autres savoirs de la nature. Cette autonomisation va se consacrer, va se cristalliser au XVIIe siècle, où la science est davantage, en fait, il est assigné à la science la mission de comprendre la nature, de comprendre les êtres matériels. On pourrait ici évoquer la physique de Newton, par exemple. La science devient une recherche systématique de la vérité, en rupture, par rupture avec les opinions, avec les préjugés. Si nous retournons dans l'Antiquité pour voir cette notion d'opinion, la doxa est le vulgus. Le vulgus, donc c'est l'opinion et le vulgaire. Il y a donc cette rupture entre la science et l'opinion, entre la science et les préjugés, du moins développés par l'homme vulgaire. Ces efforts de définition de la science nous permettent de déterminer un certain nombre d'attributs caractéristiques de la science. Ce qu'il faut dire lorsque nous parlons de science, c'est de voir une méthode qui permet de saisir, d'appréhender un réel bien précis, une systématisation des connaissances obtenues à partir de cette méthode et une collectivité d'individus obéissant ou soumises à des normes particulières qui leur permettent de saisir le réel. On pourrait ici faire référence à Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques,
avec son idée de tradition scientifique. Pour Thomas Kuhn, la tradition scientifique renvoie à cette communauté d'individus qui fédèrent autour d'un certain nombre de principes de système, qui permettent de systématiser le savoir, la méthode et de comprendre le réel. La science est donc véritablement cet effort déployé par l'esprit pour obtenir des connaissances rigoureuses et susceptibles d'être systématisées et interprétées. Ces connaissances sont jugées rigoureuses et objectives suivant une méthodologie elle-même rigoureuse, précise. Alors, ceci nous conduit à l'évidence aux caractéristiques de la science. Qu'entendons-nous par science? Lorsqu'on parle de science, les éléments qui doivent être invoqués sont l'exactitude. La science se veut exacte. Nous ne disons pas que la science est exacte, mais elle a la prétention de viser l'exactitude. La rationalité de la science. La science vise, elle se veut rationnelle par opposition à l'irrationalité, à la superstition, etc. La science se veut, elle s'appuie également sur l'observabilité. La science s'appuie, elle étudie les phénomènes observables. La continuité de la science, elle renvoie au fait que la science est un ensemble de connaissances qui se construisent progressivement. Et enfin, l'opérationnalité de la science qui renvoie à ceci que la science, les résultats de la science doivent pouvoir avoir un effet, doivent pouvoir avoir une incidence sur le monde en général et sur l'homme en particulier. À cet effet, Jean Ladrière nous fait comprendre qu'il n'y a pas en fait de critère absolu de validité posé une fois pour toutes, mais une sorte d'épuration progressive des critères qui va de pair avec l'extension du champ mathématique et la découverte des domaines nouveaux. Donc, ouais, ça signifie que, en fait, il n'y a pas de critères définis qui permettent de fixer une fois pour toutes l'activité scientifique. Les différents critères choisis sont adaptables, modulables et même révisables en fonction de l'extension du champ de la connaissance, de la performance des outils empruntés et de la méthode en usage. Cette définition de la science étant fixée, nous passons maintenant à l'objet de la science. L'objet de la science renvoyant ici à ce dont s'occupe la science, au référent désigné du scientifique. Et ici, on peut se référer au texte de Patrick Junier dans son article « L'objet de la connaissance scientifique », où il a finalement montré que l'objet de la science, c'est le réel lui-même dans son ensemble. En fait, la science a pour objet le réel. Cet objet, bien entendu, n'est pas donné, contrairement à ce qu'on peut penser, mais il est davantage construit et reconstruit. Le scientifique n'étudie pas le réel tel qu'il est, mais il étudie un réel restructuré, codifié, structuré selon les instruments, selon sa méthode. De là, l'évocation de la thèse positiviste d'Auguste Comte qui pensait que, à travers le dépassement, nous pouvons aussi faire allusion à la loi des trois états d'Auguste Comte, l'état théologique, l'état métaphysique, mais Auguste Comte pensait que la connaissance scientifique se fixe véritablement à l'état positif ou l'état scientifique, parce que c'est justement à cet état-là que le scientifique est capable d'opérer sur des faits mis en évidence de manière probante par l'observation et l'expérimentation. Le positivisme conscient vise à montrer que les faits scientifiques, les phénomènes scientifiques sont des phénomènes observables, identifiables dans la nature. Alors, on a ici vu se développer un mouvement qui a été appelé l'empirisme logique, qui ne veut s'en tenir qu'aux faits observables et saisissables par le formalisme logique. Donc, pour les partisans de l'empirisme logique, le scientifique doit s'intéresser uniquement aux faits observables et vérifiables. Il y a donc
pourtant, cette complexité de l'objet et ces interactions entre le sujet et l'objet perceptibles dans la physique atomique et dans la mécanique quantique qui nous font justement comprendre pourquoi l'objet du scientifique n'est pas un objet ordinaire. Il ne s'agit pas de faire de l'activité scientifique une appréhension ou une contemplation neutre de ces objets, mais de reconnaître l'intervention du sujet dans l'activité scientifique, d'où ce qu'on appelait le constructivisme scientifique, identifiable chez des auteurs comme Jean Piaget ou Gaston Bachelard. Bachelard qui en arrive à l'idée finalement que la science n'est qu'une phénoméno-technique, c'est-à-dire une technique de construction des phénomènes. Pour Bachelard, justement, il faut que le phénomène scientifique soit trié, filtré, épuré, parce que rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. De là, justement, l'idée que l'objet scientifique n'est pas un objet donné, il est un objet conquis, construit et constaté. Il y a donc chez Bachelard cette nécessité d'une rupture épistémologique parce que l'objet ordinaire n'a aucune vertu pour le scientifique. Il faut donc rompre avec les objets tels qu'ils se donnent dans l'évidence ordinaire pour les appréhender à travers les instruments de manière à les reformuler pour rendre la recherche efficace, pour rendre leur saisie efficace. Nous pouvons prendre l'exemple en chimie. Le chimiste n'étudie pas l'eau dans son aspect ordinaire. Le chimiste va dépouiller l'eau de ses attributs premiers pour se retrouver avec la molécule H2O, par exemple. Et c'est ça qu'il va étudier comme objet en vous disant que c'est de l'eau. Il y a donc, à travers la spécification des objets étudiés par les scientifiques, trois ou plutôt quatre groupes de sciences. On a les sciences formelles, comme la logique et les mathématiques, qui portent sur les objets idéaux, c'est-à-dire les objets qui relèvent de la représentation idéale de l'esprit. Il y a les sciences expérimentales ou empiriques, comme la physique, l'astronomie, la chimie et la biologie, qui portent sur le réel observable, sur les éléments qui peuvent être mis en observation. Il y a les sciences humaines, comme la psychologie, l'histoire, la sociologie, la politique, etc., qui portent sur l'homme et son milieu. Et il y a de plus en plus aujourd'hui, ces sciences-là s'imposent, ce qu'on appelle les sciences de l'artificiel, notamment les sciences de l'ingénierie, qui portent sur les systèmes informatiques créés par l'homme, en fait, qui portent sur les systèmes créés par l'homme, ça peut être des systèmes informatiques, des systèmes intelligents, etc. Bien entendu, cette classification peut s'avérer arbitraire puisqu'il n'y a pas de classification exacte en sciences. On reviendra dans les prochaines sciences sur ces différentes sciences, mais Dominique Pestre nous fait comprendre que ce que nous mettons sous le vocable de science n'est en rien un objet circonscrit et stable dans le temps, qu'il s'agirait de simplement décrire. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir à travers cette mise en exergue de la définition et de l'objet de la science? D'abord, que la science est un savoir systématisé sur des faits observables avec des résultats probants obtenus par démonstration et ou par vérification expérimentale. Et que, ensuite, que la science se veut un effort d'explication objective et précise des faits ou des phénomènes de la nature. Alors, en guise d'évaluation, la première question, quelle est la nature de la science? Qu'est-ce qu'il faut entendre? En fait, à titre de rappel, bien évidemment, quelle est la nature de la science? Et nous disons nous rappelons que la science est un ensemble d'explications rationnelles et rigoureuses portant sur des faits et phénomènes observables. La science est un ensemble d'explications rationnelles et rigoureuses portant sur des faits et phénomènes observables. Pour ce qui est de la deuxième question, quel est l'objet de la science? Sur quoi porte l'activité des investigations du scientifique? En fait, la science a plusieurs objets. Globalement, on a dit que l'objet de la science est le réel, mais en fait, la science, de façon plus spécifique, s'intéresse aux faits
et aux phénomènes relevant du réel, certes, mais pas d'un réel. Il ne s'agit pas des objets donnés, il ne s'agit pas d'un réel ordinaire, mais des objets d'un réel construit à travers des instruments, à travers un certain nombre d'instruments choisis ou sélectionnés par le scientifique. Quelques citations utiles pour densifier vos réflexions. La science se trompe parfois, car la connaissance s'acquiert progressivement. Il s'agit d'une citation de Nuria Hernandez. La science recherche ses objets, elle les construit, elle les élabore, elle ne les trouve pas toutes faites. Il s'agit d'une pensée de Jean Ulmont. Dans son ouvrage, c'est la pensée scientifique moderne. Alors, quelques références qui peuvent vous être utiles pour poursuivre vos recherches. Nous avons Platon dans le Thétète, nous avons Kant dans la critique de la raison pure, nous avons Henri Poincaré dans Science et hypothèses, Gaston Bachelard dans La formation de l'esprit scientifique et toujours Bachelard dans Le nouvel esprit scientifique. En guise de devoir, nous vous proposons ces trois sujets de réflexion. Le premier, la science est-elle la connaissance? Le second, tout savoir est-il scientifique? Et le troisième, énumère les obstacles épistémologiques qui empêchent d'accéder à la véritable connaissance, à la science véritable. Donc, voilà ce qui était prévu pour cette séance. La prochaine leçon portera sera dans la continuité de cette leçon, toujours sur la définition, l'objet et la méthode de la science. Cette fois, nous allons particulièrement nous intéresser à la méthode et à l'esprit scientifique.